Et on reçoit tout de suite nos invités. David Rigoulet-Rose, chercheur associé à l'Institut de Relations internationales et stratégiques, spécialiste du Moyen-Orient, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Bonjour David Rigoulet-Rose, merci d'être avec nous. Bonjour. À vos côtés, Sébastien Boussois, chercheur spécialiste du Moyen-Orient, directeur de l'Institut géopolitique européen. J'en parlais à l'instant, c'est tombé il y a quelques minutes. Mohamed Deif, considéré comme l'un des cerveaux présumés de l'attaque du 7 octobre, a été éliminé dans une frappe de Gaza. Des avions de combat ont frappé manifestement à Khan Younes. C'était le 13 juillet. À la suite d'analyses, l'État hébreu a annoncé sa mort. C'est une nouvelle très importante, David Rigoulet-Rose. Oui, c'est une nouvelle importante, mais qui était en attente de confirmation. Il y avait, dans un premier temps, le Hamas avait démenti sa mort. C'est dans la zone proche d'Al-Mawasi, effectivement, au sud de l'enclave. Et puis, en réalité, il y avait des éléments qui allaient dans ce sens et qui sont confirmés aujourd'hui. Donc, c'est important parce que c'est le penseur opérationnel sur le plan militaire, effectivement, de l'opération du 7 octobre, en étroite collaboration, évidemment, avec Yahya Sinwar, qui, lui, est toujours, pour l'instant, en vie. Et justement, l'étau se resserre sur Sinwar. C'est tout de même un coup dur porté au Hamas, Sébastien Boussois. Écoutez, un coup dur, ça fait maintenant 9 mois qu'Israël mène cette guerre, péniblement, difficilement. Il y a eu peu de succès de Tsahal jusqu'à maintenant et l'opinion israélienne d'ailleurs pressait largement Benjamin Netanyahou, qui n'a pas une cote de popularité extraordinaire, d'agir sur 2 fronts. Évidemment, ce qu'il avait promis, la destruction du Hamas et la libération des otages. Il était temps, je dirais, que l'armée israélienne remonte à nouveau les dents. C'est-à-dire, ce que je veux dire derrière, c'est que la sécurité d'Israël a été largement ébranlée le 7 octobre et il était assez difficile pour Israël de se faire respecter et donc d'être craint. Et la stratégie du Mossad a été payante sur ces individus. Après, je pense fondamentalement que le Hamas est loin d'être détruit, mais en tout cas, sur l'élimination physique de ces individus-là, Israël considère ça comme un succès qu'il attendait depuis quelque temps. Alors c'est vrai que David Rigoulet-Rose, ces nouvelles arrivent tout un petit peu en même temps. Il y a aussi eu le numéro 2 du Hezbollah, Fouad Chokr, également tué mardi près de Beyrouth. Évidemment, excusez-moi, Haniyeh, j'ai oublié son prénom, vous voyez, et Mohamed Deif, ça fait beaucoup d'annonces en même temps. Oui, il y a une accélération effectivement des annonces, des événements. Alors concernant Fouad Chokr, qui était un des proches de Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah, responsable de la branche militaire, de la supervision militaire du mouvement, ça a été revendiqué par Israël parce que ça faisait de manière ostentatoire d'ailleurs, parce que c'était la réponse attendue au drame qui s'était déroulé sur le Golan. En revanche, dans le cas d'Ismaël Haniyeh, qui était le chef du bureau politique du Hamas à l'extérieur, donc il résidait à Doha, ça n'a pas été évidemment revendiqué parce qu'il ne s'agissait pas de faire de la provocation inutile vis-à-vis de l'Iran qui est suffisamment humilié. En revanche, tout le monde évidemment est conscient que c'est attribuable vraisemblablement à Israël, et ça va entraîner immanquablement de toute façon une réponse de Téhéran qui ne peut pas faire l'économie de cette réponse, d'autant plus que la fierté nationale iranienne a été effectivement bafouée, et doublement d'ailleurs, puisque c'est à l'occasion Ismaël Haniyeh était invité pour l'investiture du nouveau président Pezeshkian. Mais est-ce que, David Rigoulet-Rose, est-ce que l'Iran a les moyens de cette riposte aujourd'hui ? L'Iran, de toute façon, a déjà des moyens par ses mandataires, ce qu'on appelle les proxies, la Mukawama, c'est-à-dire la dite résistance à Israël, qui regroupe une myriade de groupes, dont évidemment le joyau qui est le Hezbollah, mais d'autres en Irak, en Syrie, et les Houthis. Et puis là, vraisemblablement, il y aura aussi une réponse directe, parce que depuis la première réponse directe du 14 avril, faite par justement en lançant les 350 missiles sur Israël, l'Iran est sorti du plausible deniability, c'est-à-dire déni plausible, et il assume pleinement qu'il y a un changement d'équation qui a été d'ailleurs caractérisé comme tel par le chef d'état-major des forces armées iraniennes. Il y a une nouvelle équation qui est une rupture stratégique et qui évidemment induit des dangers supplémentaires, parce que ça veut dire qu'il y a une confrontation qui est directe, qui est avérée aujourd'hui entre Israël et l'Iran.
Est-ce qu'on doit craindre cet axe Iran-Russo-Tir que Sébastien Boussois, parce qu'on l'a vu, la Turquie a réagi vivement, la Russie aussi. Est-ce que la communauté internationale, USA en tête, doit s'en méfier? Écoutez, les Nations Unies ont appelé évidemment à calmer le jeu avec la crainte, l'éternelle crainte de cet embrasement. Il y a évidemment un raidissement des positions. David l'a dit très justement, mais l'obsession de toute façon qu'a Israël pour l'Iran depuis des décennies, évidemment, se renforce et fragilise quelque peu le régime iranien. Je dis bien quelque peu parce que effectivement son influence par les proxys dont a parlé David, son pouvoir de nuisance qu'il peut avoir au niveau de l'océan Indien, qu'il peut avoir en Irak et qu'il peut avoir en frappant aussi sur un territoire qui pourrait être européen, puisque les tactiques de vengeance peuvent être largement diversifiées, notamment à l'égard peut-être de ressortissants israéliens ou sur le sort des otages qui est plus que dans un équilibre précaire. Il peut y avoir une forme de soutien à l'Iran. Maintenant, les alliés traditionnels de l'Iran, la Russie est déjà largement occupée, si je puis dire. La Chine, jusqu'à maintenant, ne s'est pas véritablement positionné, en tout cas n'a pas donné son aval à la Russie et en général essaye de jouer le rôle de médiateur. Preuve en est avec cette déclaration de Pékin il y a pas si longtemps que ça de soi-disant réconciliation entre le Fatah et le Hamas, pardon. Mais après, le jeu le plus trouble, c'est effectivement la Turquie, parce que ça fait des années que Erdogan est dans une situation un peu de déséquilibre total, puisqu'il y a eu une forte alliance entre Israël et la Turquie jusqu'en 2010, puis une dégradation, puis un rapprochement. Là, aujourd'hui, les positions de la Turquie sont assez énergiques. En même temps, les Émirats arabes unis ont proposé une coalition internationale avec des forces arabes sur Gaza. Est-ce que la question de Gaza sera internationalisée? Ce qui est clair, c'est que la Turquie peut jouer un rôle potentiel, d'autant plus qu'évidemment elle est dans l'OTAN et qu'elle ne peut pas se retourner non plus théoriquement contre ses alliés, même si elle a joué souvent des coups très doubles en Syrie et ailleurs pendant la guerre syrienne. David Rigolet-Rose, Sébastien Boussois a fait allusion aux otages. Évidemment, c'est une question qui est présente depuis hier. Il y a aussi la question des négociations de paix. C'est un engrenage sans fin. Ismaël Haniyeh avait donné son aval, on le sait, au massacre du 7 octobre. Il n'empêche, il était aussi de ceux qui négociaient en sous-main au Qatar un cessez-le-feu et surtout la question de la libération de ces otages. Est-ce qu'on doit craindre pour eux? Est-ce qu'on peut imaginer dans ces conditions une libération ou au contraire une revanche? Ça va pas faciliter la libération, enfin en tout cas la formalisation d'un accord, parce qu'effectivement vous évoquez le rôle central d'Ismaël Haniyeh, qui était l'interlocuteur obligé de toute façon, parce qu'il était en relation directe avec Yahya Sinwar, même si leur relation n'était pas toujours très bonne, mais en tout cas il était à l'interface et pour le Qatar c'était une personne essentielle, qui était supposée être un peu plus souple. C'est lui qui aurait poussé justement Yahya Sinwar a accepté un assouplissement sur les conditions maximalistes initiales du Hamas, en l'occurrence la demande permanente d'un cessez-le-feu définitif préalable à toute négociation, auquel aurait renoncé le Hamas dernièrement, qui laissait une lueur d'espoir, puisque le secrétaire d'État Antony Blinken disait qu'on approchait de la ligne d'arrivée. Là, manifestement, on risque de s'en éloigner et donc d'hypothéquer la formalisation d'un accord pour la libération des otages encore vivants. Et c'est évidemment... Ça veut dire que l'État hébreu a sacrifié ces otages en quelque sorte, si on vous suit? Dans une logique complotiste, c'est ce qu'on dirait, c'est-à-dire que il y aurait le souhait délibéré de Netanyahou d'empêcher l'accord. Il faut se garder plutôt par cynisme et pragmatisme, peut-être pas complotisme. En l'occurrence, il y a semble-t-il eu avec le déplacement d'Ismaël Haniyeh ce qu'on appelle une fenêtre d'opportunité, tout simplement parce que les Israéliens ne pouvaient pas éliminer Haniyeh à Doha. Il y avait un deal entre le Qatar et Israël, et ça ne pouvait pas être fait à Doha, d'autant plus qu'au Qatar, il y a la base centrale américaine du CENTCOM du Moyen-Orient, donc c'était pas possible.
Et il se trouve que à l'occasion d'un voyage, c'est plus facile. Et puis là, ça permettait de faire d'une pierre deux coups en humiliant Téhéran. Donc voilà. Mais c'est sûr que pour les familles, c'est une inquiétude qui s'accroît parce que ça va, en tout cas de manière immédiate, différer, sinon hypothéquer la formalisation d'un accord. Sébastien Boissois, David Rigoulet-Rose parlait de cette élimination d'Ismaïl Haniyeh. Alors c'est vrai qu'on rappelle qu'il était logé dans une résidence, dans un appartement, justement pour des raisons de sécurité renforcées, contrôlé par les gardiens de la Révolution. Le missile a visé précisément la chambre dans laquelle il dormait. Alors je ne sais pas si c'est le Mossad, mais j'imagine le Mossad était manifestement très bien informé. Oui, alors je voudrais juste ajouter un tout petit élément par rapport à ce que disait David. Je pense que le message de Benjamin Netanyahou est très clair. En éliminant Haniyeh, il dit clairement on ne veut plus de la médiation qatari. Et comme il a dans son escarcelle cette très bonne relation avec les Émirats arabes unis, l'objectif pour lui est de redessiner quelque peu le paysage palestinien, puisqu'il a des hommes qu'il pourrait soutenir et qui sont réfugiés aux Émirats arabes unis. Je pense à Mohamed Darlan et d'autres, mais en tout cas, je pense qu'il y a un objectif de la part de Netanyahou d'écarter le Qatar en disant le jeu est terminé. Concernant le Mossad, écoutez, il y a eu d'excellents livres sur les assassinats ciblés organisés par le Mossad. Ils en ont l'expérience, ils en ont le talent, ils sont largement informés. Ça a été la même chose avec Beyrouth. Ils n'ont pas toujours été manifestement avec le 7 octobre, en quelque sorte. Voilà, ça c'est autre chose, c'est les services aussi, les services intérieurs, que ça soit le Shin Bet, que ça soit le Mossad, en tout cas sur les services de sécurité israéliens. Je rappelle quand même qu'ils ont largement alerté Benjamin Netanyahou sur des mouvements de personnes venant de Gaza. Ils l'ont alerté et que Netanyahou a joué le jeu de Golda Meir au moment de la guerre au moment de la guerre de Kippour, et qu'il n'a pas véritablement voulu écouter, au-delà du fait qu'il n'avait pas suffisamment de soldats israéliens sur le front sud pour empêcher cette intrusion, si je puis dire. Donc, il y a aussi une dichotomie très forte entre les services et des concurrences et des compétitions et des haines entre ce dirigeant israélien assez isolé, y compris au sein du cabinet de guerre, et puis des services qui essayent de faire ce qu'ils peuvent, mais vous pouvez pondre des notes. Si le dirigeant, regardez Trump à l'époque, si le dirigeant ne s'en saisit pas, ça ne sert pas à grand-chose. Et je pense que le 7 octobre a été un exemple flagrant parmi d'autres. Merci beaucoup à tous les deux, David Rigoulet-Rose, Sébastien Boussois, d'avoir été avec nous pour évoquer donc la mort, les suites de la mort d'Ismaïl Haniyeh, et puis aussi l'élimination, on l'a appris ce matin, de Mohamed Deif, considéré comme l'un des cerveaux présumés de l'attaque du 7 juin. Il a été éliminé dans une frappe à Gaza le 13 juillet.